Salut, c'est moi, Réchaud. Salut, c'est moi, Frigo. C'est quoi ce truc? Non, moi c'est Axel, alias Absolumia. Et aujourd'hui, on parle d'Alice Guy. Non, toujours pas lui. Oui, voilà, elle. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Sur le dernier épisode de cette série, je vous avais laissé avec Marie Hanning, une pionnière dans l'archéologie qui s'était fait voler ses travaux. Bah, on recommence. Ah là là, c'est chaud quand même, parce que plus j'avance dans mes recherches et plus je m'aperçois le nombre de travaux volés par des hommes sur des femmes, c'est hallucinant. Mais n'avançons pas trop vite. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo quand je suis tombé, il y a quelques temps, sur une exposition sur les femmes à Dunkerque. Quelques panneaux qui se battaient en duel, mais qui m'ont donné une source d'informations intéressable, une mine d'or. Il y avait une question frappante de l'exposition. C'est le manque de représentation féminine dans les expos d'art. Il n'y a pas d'art à proprement féminin, du moins jusqu'à présent. Je cite l'exposition. Elisabeth Vigée-Lebrun présente à son entrée à l'Académie royale en 1783 un tableau d'histoire. Camille Claudel taille le marbre et coule le bronze. Les femmes se sont investies dans le mouvement artistique autant que leurs homologues masculins. Et pourtant, leur réputation de copieuse les a poursuivis. Cela doit être mis en relation avec la formation aux beaux-arts. Les jeunes peintres, hommes et femmes, reproduisent les œuvres des grands collectionneurs européens. Mais les travaux de copistes, destinés à décorer les nouveaux bâtiments de la jeune Troisième République française, étaient confiés à de nombreuses femmes. C'est ici que je pourrais vous parler de Louise Michel, mais ça sera pour plus tard. Il n'y a pas que la classe sociale qui va définir un manque de visibilité. Il y a aussi le sexe ou le genre suivant votre sensibilité. En bref, les femmes ont été marginalisées dans l'art. Un petit chiffre pour vous faire comprendre ça ? En 228 ans d'existence, le Centre national des arts plastiques ne possède dans ses acquisitions seulement 14% d'œuvres faites par des femmes. Mais c'est nul. Cette petite introduction va nous permettre de comprendre mieux la vie d'Alice Guy. Mais avant de parler des problèmes, il faut commencer par le début. Il faut parler de son enfance. L'incroyable Alice Guy voit le jour en 1873 près de Paris, à Saint-Mandé. Sûrement parce que sa mère voulait avoir un pied sur le sol français pour la naissance de sa fille. En effet, des historiens présentent Alice Guy comme une métisse. Elle serait à première vue née d'un parent chilien et de sa mère, et donc illégitime. Oui, chilien. Une grande partie de son enfance va se passer au Chili. En effet, son père, celui qui l'a élevée, est propriétaire d'une librairie et d'une maison d'édition. Amusant de noter qu'elle a déjà un premier pas dans la narration, important pour la suite. À 22 ans, elle se présente comme sténodactylographe auprès de Léon Gaumont. La sténodactylographie, que j'ai dit en une seule fois, bravo à moi. Ceux qui pratiquent cela, c'est un peu les scribes du 19e et du 20e siècle. Ils sont dans les bureaux et écrivent rapidement et frappent à la machine. Pour parfaire leur métier, ils utilisent l'écriture abrégée. Oui, comme toi à la fac, ça vient de là. Comme on l'a vu précédemment, Alice Guy rencontre Léo Gaumont. Oui, celui qui donnera son nom à la fameuse société Gaumont, qui fusionnera justement avec la société Pathé, qui aujourd'hui a même perdu cette particule. Il est jambon ce pâté. Oui, bon, surtout une belle manœuvre pour concurrencer UGC. Pour revenir à Léon Gaumont, il s'agit d'un pionnier dans le cinéma français. Plus qu'un inventeur, il s'agit surtout d'un investisseur. C'est le cliché du mec qui ne part de rien. De famille modeste, il saura se créer un véritable empire. Fabricant de lampes, dites lampes Camus, puis de lampes magiques, proches des thaumatropes, ces jouets d'époque qui ont inspiré le cinéma et le travail de l'image. Ainsi, il se dirige vers la photographie, puis son entreprise vers le cinéma. C'est naturel. Alors qu'il lui fait passer un entretien d'embauche, il lui dit qu'elle est peut-être un peu jeune pour assumer le poste. Je lui ai répondu que ça me passerait. En bref, elle a du caractère. Elle sera embauchée en tant que secrétaire et saura imposer ses idées. Invitée par son patron, elle découvrira avec les Frères Lumière le premier film de ces derniers. Et nous sommes allés à une société qui était, je crois, la société d'encouragement aux sciences. Et là, nous avons trouvé les Lumières qui avaient tendu un drap. Elle découvre ainsi cette fameuse sortie des ouvriers de l'entreprise des Lumières. Mais à cette époque, le cinéma n'est que contemplatif, il n'est pas encore narratif. C'est toute la question que va se poser Alice Guy. Gaumont a trouvé un appareil projecteur, car enfin la grande invention c'est la projection, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire.
Et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur. Et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. La place de la femme, c'est la cuisine. Et en même temps, sa pensée auprès de sa secrétaire est vachement progressiste pour l'époque. Au-delà de la blague, je parle. Je sais pas où me poser. C'est à ce moment-là que le cinéma comme on l'entend, le cinéma avec des scénarios, un cinéma scénarisé est né. Alice Guy est une pionnière. Elle propose de faire des films à Léon Gaumont pour pouvoir vendre plus de caméras, car les ventes ne sont pas si bonnes. Malheureusement, le cinéma est un business avant d'être un art, même si Alice Guy a tout fait pour. Alors j'arrivais à 8h du matin chez Gaumont, je dépouillais le courrier, je le distribuais, etc. Et puis je m'en allais à côté des travaux photographiques. Il y avait un terrain absolument nu, n'est-ce pas, avec une petite terrasse bitumée. Et c'est là-dessus que nous avons commencé avec mon opérateur, mon caméraman. Et quand on critique les premiers films, ça me fait toujours mal au cœur parce que si les gens avaient vu dans quelles conditions nous le faisions, n'est-ce pas? Et là, j'ai fait mon premier film qui s'appelait La Fée aux choux. Et le tournage sera très compliqué. En effet, la mère de l'enfant passe en permanence devant la caméra. Mais pour la première fois de l'histoire du cinéma, on trace une petite histoire. Son intérêt pour la création cinématographique ne naît pas de nulle part. Elle s'intéresse très tôt au bouleversement technique qu'est la photographie, qui découle, je le rappelle, tout naturellement le cinéma. Une prouesse technique va entraîner une autre, fondamentale, le mouvement. De 1896 à 1907, Léon Gaumont va lui confier le département des fictions. Ça y est, Alice Guy crée des films. Elle suit de près les évolutions techniques du cinéma. Elle va imposer la bobine Edison, qui permet une lecture plus fluide des films, grâce à sa perforation, mais va aussi s'intéresser, un peu comme Georges Méliès, aux effets spéciaux, comme dans son film Faust et Méphistophélès. Son travail est surprenant et est très explicite sur son militantisme féminin. Littéralement, dans son film Les résultats du féminisme, elle inverse dans le plus grand des calmes les attitudes de genre, révolutionnaires pour ce début de XXe siècle. C'est de la folie, qui me fait vachement penser à une BD actuelle, Mondo Reverso. Une BD qui inverse les stéréotypes de genre dans le Far West. Avec beaucoup d'humour, elle va poser de bonnes questions sur le genre, la relation entre les sexes, et ce sans avoir besoin de se sentir exister. Ça fait du bien. Donc à partir du moment où vous tenez la porte à une femme, vous êtes déjà dans la violence. Oui, plus de politesse et je la mets dans la gueule. J'ai pas envie d'être un mec violent. Pourtant, c'est bien le machisme qui apporte la misandrie. La haine de la femme apporte la haine de l'homme. Le féminisme, ce n'est pas la suprématie d'un sexe sur l'autre, mais bien de l'égalité. Pourtant, l'histoire qu'on raconte aujourd'hui sur Alice Guy, elle démontre bien un problème. C'est que la grande majorité des femmes inventrices se font piquer leur travail. Alice Guy n'en fera pas exception. Elle va créer le principe de vidéoclip. 30 ans avant la création du son dans le cinéma. Grâce au chronophone, cela permet de synchroniser un disque avec des images issues d'un petit film. Et c'est édifiant pour l'époque. Êtes-vous resté longtemps à faire des films pour Gaumont ou au contraire, Oui, je suis restée 11 ans. Je suis restée chez Gaumont jusqu'à ce que le studio se bâtisse. Alors, Oui. à ce moment-là, ça devenait intéressant et on a fort disputé la direction. En 1906, avec son film La vie et la mort du Christ. 30 minutes avec plus de 300 figurants. Un record qui lui donne une popularité et surtout une ambition. C'est décidé pour elle, elle part aux États-Unis. Mais c'est là que ça se gâte. Enfin, pour s'occuper de ses enfants. En effet, son mari qui travaille aussi pour Gaumont est muté et devient chef responsable de la production américaine de Gaumont. Elle met donc pause à sa carrière, alors à ce moment au sommet. Les femmes qui sacrifient leur carrière, ça n'a rien de nouveau. Avec le temps, elle continuera à avoir un cinéma réellement engagé. Mais au fur et à mesure des décennies, elle va perdre de son influence. Après la Grande Guerre de 14-18, l'arrivée des grands studios rend l'application et la production de films indépendants très compliquées. Et c'est justement là que se trouvent les films d'Alice Guy, sous la sulfateuse du cinéma moderne. Mais il y a pire, le tir de sniper de son mari. Une véritable ordure. Ça doit être un pote de mon ex.
Il va privilégier sa propre carrière au détriment de sa femme. Ah oui, je confirme, c'est un pote à mon ex. Je vous présente Herbert Blanchet. Enfin, je vous le pointe du doigt plutôt. Non content de l'évincer, il va surtout la tromper. Il ne sera d'aucun soutien, et au fur et à mesure de ses réussites, le nom d'Alice Guy dans la tête des gestionnaires va disparaître. Alors que la plupart des réalisateurs utilisent des modèles réduits, Alice fait par exemple exploser un vrai bateau pour les besoins d'un film de pirate. Convenons qu'il ne fallait pas rater la prise. En tout, Alice Guy a réalisé, scénarisé et produit près de 700 films. Dont la plupart ont été usurpés, notamment à cause d'une législation balbutiante. Bon nombre de ces films produits seront attribués à des hommes. Littéralement, elle disparaît du présent, mais aussi du passé. C'est horrible. Elle devra rentrer en France avec enfant et sans le mari, qui lui profitera de sa carrière. Tout cramer et reprendre à zéro. Son lot de consolation, un divorce et un manque de reconnaissance. La contribution d'Alice Guy, qui est phénoménale et capitale pour l'histoire du cinéma, sera clairement effacée. Je monte la Solax, un studio indépendant, et là encore grand succès jusqu'à ce que des trusts mettent la main dessus. Et vous devriez être fier que ces hommes s'intéressent à ce que vous faites. Sauf que quand je rentre des États-Unis, tout le monde m'a oublié. J'écris mes mémoires sans arriver à les faire publier de mon vivant. Je cherche des copies de mes films sans succès. Normal, la pellicule à votre époque, c'est fragile, très inflammable. C'est pareil pour tous les premiers films. Et pourtant, on a toujours ceux des frères Lumière. Ou de Méliès. Ah oui, mais ça, c'est le patrimoine. Et nos grands historiens en sont les garants. Et ce ne sera qu'avec des travaux récents qu'elle sera réhabilitée. Ironiquement, ça me fait penser un petit peu à l'effet Streisand. À force de l'avoir mis de côté, aujourd'hui, elle rayonne. Et ça, c'est vraiment la classe.